presenters introduce themselves. Madam, we are having two presenters, am I correct? So I will... Okay, we are having three presenters, so I would be delighted to have you present, tell us your name and your papers. Thank you. Didiatou Baribo, âgée pour Tchad Environnement et présidente de Solidarité Suisse Guinée. Okay. Sustainable and inclusive development. At this juncture, this section will be addressing the importance and the roles of women in entrepreneurship and how they enhance sustainable development in the region. The first speaker will be Madame Adijatou Bari. She'll be presenting her papers, and so briefly we'll be giving each paper presenters 10 minutes to make their presentations. Thank you, Madame Adijatou. You have the floor. Chers frères, merci d'être là et merci pour l'organisation. Tchad Agir pour l'environnement et Solidarité Suisse Guinée vous présente l'intervention. Notre intervention s'inscrit dans le cadre de nos multiples missions sur le terrain au Tchad et en Guinée. Durant ces missions, nous avons eu à constater une dégradation continue des conditions économiques et commerciales, ainsi que celles qui auraient permis l'entrepreneuriat féminin d'émerger. Parmi les nombreux constats qu'on peut mentionner en particulier le manque alarmant de débouchés pour les fruits et légumes, particulièrement en période d'abondance. Pour ces produits hautement périssables, il y a un manque dramatique des moyens de conditionnement, de conservation et de commercialisation tant que pour les marchés locaux, régionaux et internationaux. Mesdames et messieurs, ces constats nous auront toutefois permis d'identifier des difficultés aiguës auxquelles une solution doit être apportée. Il s'agit principalement des conditions économiques et de détresse auxquelles sont soumises les femmes qui participent pleinement au cycle de production agricole. Quelques-uns de ces procédés sont le manque flagrant d'outils de travail, le problème de transport de produits maraîchers aux marchés locaux, le manque des coopératives qui pourraient aider à gérer la commercialisation en gros des produits maraîchers, le manque de débouchés, d'exportation, de produits qui souvent pourrissent sur les lieux de production, le manque d'eau potable qui est souvent à l'origine des conflits intercommunautaires, le statut social dégradant auquel sont soumises les femmes dans des conditions économiques déjà déplorables. Cette situation critique empêche la participation effective des femmes dans le processus d'un développement économique durable. Nous a amené à préconiser des solutions avec le support de la CNUSED 13, de la communauté internationale et de la solidarité de la jeune féminine. De prime abord, la solution consiste à alléger les souffrances de ces femmes en leur assurant une autosuffisance alimentaire durable. Cette aide consiste principalement à fournir du matériel agricole moderne afin d'alléger le travail sur les champs. Le manque de travail et appareils enferme les femmes dans des pratiques archaïques et improductives telles que l'usage des mains à main nue pour maintes tâches. La création des coopératives de transport de produits de surplus, faciliter l'exploitation dans le pays voisin, faire des forages d'eau, alphabétiser les femmes afin de les aider à une meilleure compréhension de la technologie et de la gestion dans la mise en place du système d'entraide entre les femmes, ainsi que l'instauration dans le temps d'une réelle émancipation. Cet effort doit s'inscrire afin d'aboutir dans une vision globale et généreuse de développement qui s'attaque à des problèmes surnaturels dont certains sont mentionnés ci-après. Chers amis et chers frères, je vous laisse notre président Tchad Agir pour l'environnement pour faire des commentaires pour la suite des thèmes qui vont s'en suivre.
Here we're making this presentation on female entrepreneurship, which goes for gender promotion and the pillar to economic policies and financing for sustainable and inclusive development. And we would like to base our intervention mainly on the part of it that has to do with financing and above all information as well as education, which is the first sub-theme that you have on the document in your hands. It happens to be essentially in French. So it is a matter of bringing out the access to training, information of women, as well as financing. We are happy to say that we made use of a document that was commissioned by the World Bank, and it went all over Africa to bring out this issue of entrepreneurship for women. Although it went ahead to see the competitivity aspect of it, but it's a document which has served us very much, in addition to our experiences on the ground. Our experiences on the ground have been based on the fact that we are on the ground there, living in Cameroon, but also on the fact that going to Gabon every now and then, for one reason or the other, to Equatorial Guinea, at least those three countries, we're able to have an insight of what is happening on the ground. So I will just give you in a very short way what we have as issues on the ground. As a whole, the women are involved mostly in the agricultural sector, but also the informal sector. They are very, very strong in the informal sector in most of the Central African sub-region. This one comes out very clear in the study that was carried out by the World Bank. And I just have extracts of that, which women are major players in the private sector, particularly in agriculture, and in informal businesses. It is estimated that women-owned businesses account for 1/3 of all firms, and they are majority of business in the informal sector in African countries. This it applies to the African sub-region. Although we always want to say it enough that the Central African sub-region here is, as Ali was saying, it is one that is not very, very stable as concerns classification of the United Nations. As he mentioned, some countries belong either to South Africa, like Angola, which according to United Nations classification is in Central Africa. There is Burundi and Rwanda, which to United Nations is Central Africa, but they carry out their activities in East Africa. And so that continues. In Cameroon even, we are Central Africa. We even call ourselves the heart of the Central African sub-region, but part of Cameroon is quite often considered as West Africa. So these are some of the issues. So as concerns classification of the Central African sub-region. But on the overall, this sub-region has to do with a lot with least developed countries. Because when you talk of Chad, when you talk of Central African Republic, when you talk of Congo, of recent we would talk of Equatorial Guinea, but maybe with a new classification of the United Nations as a result of the wealth deriving from oil, maybe there could be a new classification of a country like Equatorial Guinea, and why not Chad? Because they have discovered big deposits of oil. So these are some of the issues that we face here, classification and movement from place to the other. But on the overall, the women are involved in agriculture and they are involved in informal sector. When we talk of informal sector here, it extends from quite a lot, even export. It even involves export, because you can be surprised to hear that there is export, informal in export. Because they move either to Dubai, either to Bombay, they move to China, they move to Europe. Quite many women, they're involved in this export or import of things, buying things and selling. And when they go, well, I don't want to go into details of what they do, but it is more of done in an informal way. This is trade,
quite all right, but it's more informal than having it the way organized systems will have. That you sit and you order things which come by sea, or they come by air, or by land, and they are delivered, and there is follow-up. So that at this level, there's not enough tracking. I don't want to talk of smuggling of goods, but it exists within the sector. Not only women, but it's something general in the Central African sub-region, like in other regions of Africa too. So, but the question of financing, how is it handled by the women? By those women who are heads of enterprises of a certain level, they have financing, and they have even benefited from an African Development Bank project, which they call FACE, Femme d'Affaires Chef d'Entreprise. Femme d'Affaires Chef d'Entreprise is an African Development Bank project that was meant to assist financially those women that are carrying out business in Africa. And a good number of them have really benefited from this. And in the year 2009-10, there was a world conference of Femmes d'Affaires Chef d'Entreprise, and it took place in Cameroon. Well, the women came from all over. Some of them expressed the fact that they are succeeding quite well in their businesses, others less. But one thing comes out, they generally don't have enough information, they generally don't have enough training, generally there's discrimination against them. Because the African culture, well, I wouldn't even call it culture, the practices in Africa are such that there is general discrimination against women. They have less access to land, even if they are the greatest cultivators within nations and so on, but more at a less level. They have less access to land in the sense that they don't grow to own the land. And quite often, they don't succeed. They don't have the parents don't give them a legacy to succeed land. They succeed many things, quite all right, but not land. It is true that there is an evolution, because more and more the younger generations, they are able the younger generations are able to give our land to their daughters. In other words, even if they are married, they could still have access to land. So these are some of the things. Well, I will not go so much. We also have at a smaller level financing by what you call tontine, what you call njangi, what you call, I don't know what you may call it in other places, but it is something similar to what at international circles we talk of the Grameen type of banking. Is that a group of women come together, and it's very, very popular. They come together and they pool their money and withdraw from there, they borrow from there and do business. This is what is most common in Africa, and it helps in the Central African sub-region particularly. Monies from there go abroad to import, together with the ladies. Well, I don't want to talk of the case of Central Africa, they talk of Nana Benz and the rest. I don't know how they get their money, but in the Central African sub-region, women come together, put their money, and take the money from there. They don't go very deep into collaterals. They just understanding among themselves, and they do business. So this one is very, very common, and I think it is a basis for financing. And it's unfortunate that the traditional financial structures don't consider, they don't look at this. So the women struggle on their own, but they are able to grow. Well, with all this and with the time that we have, I will not go further. We have some proposals. We've carried out this analysis from an old document from observations on the ground, and we think that it is possible for UNCTAD to help, to assist, so that more research can be carried out on the ground in view of further information of the women, in view of training the women in management, and in view of giving them assistance so that they can be able to carry out more, better businesses. And then maybe the structures which they have on the ground could help to replicate in other places. So thank you very much. We are going to have surely more to say. Thank you. But then they never go beyond. So the whole essence of organizing remains there, so they never go beyond. So what the organization has been doing
is to actually to encourage them to go beyond Tontine. Beyond Tontine, you have opportunities, so it demands massive education. And so in that massive education, we also had to build in what we are calling small grants, so that women can begin to think beyond just picking their own monies in their own pockets, but also to know that there are other opportunities in the country, there are other opportunities through donors, where we do lots of grant making. But I think the secret we need to do is massive education to the women, so that the women may begin to think out of the box, so that they may know the government is there, there are these provisions, there are so many opportunities that the government are putting in place, like in Rwanda. We have got what we call women business forums, where actually the government is offering, guarantees to the women, but you find that women are still very fearful. So to get them out of that fear is to encourage them, is to continue to talk to them, and then be able to bring women entrepreneurs who have been successful to be the role model, so that the role model women can educate them. Apart from that, we have also integrated in our programs other cross-cutting issues like gender, by training them and informing them the importance of bringing men in the space. So we create spaces. It's those spaces that I really want to be able to fix, to focus on so much. Because in the spaces, we are talking about critical issues, be it HIV and AIDS, be it about violence against them, domestic violence, the land issues, which is very paramount, so that they have sessions of learning, but at the same time, try to develop relationships among themselves and promote networking within, from spaces to spaces, so that women can begin to realize that there is so much to what they can achieve. And also another success story that I think I can be able to share is that we have had opportunities of exchange of learning beyond Rwanda. So women are visiting grassroots women in Burundi, in DRC, in Kenya. So we bring lessons learned. So out of those lessons learned, we say to ourselves, is there anything good that we can replicate? So we are replicating lessons we learned from women from Uganda, lessons we learned from all them coming to Rwanda and learning lessons from Rwanda. And I think that creates an environment of extremely engaging. So the value of that is also to understand our political, socio-economic, and political situations beyond our borders, so that women can also begin to engage politically, because increasingly our governments are talking. So if our governments are talking to each other, we are also encouraging grassroots women to begin to talk to each other. And this has created a formidable networking environment in our region of Great Lakes region. More or less, really, this is what I could share. But I think the idea that our friend from Cameroon mentioned of encouraging research, we've been talking so much around research based on household level, so that you may really see the life of a woman at home. And what are the challenges that make her not want to, but of course also trying to look at it from also cultural challenges, cultural perspectives, and see how to redynamize women from household level to community level and eventually to national level. So the research spirit, yes, is being discussed, and I think sooner or later we might be able to do it. So, and I believe that's a research that can eventually be used in other countries if we successfully achieve the money to do so. I think that's what I have to share for the time. Thank you. À plaider pour la cause de la francophonie. Je l'insiste, je le dis, et c'est pas la première fois. Nous finirons par parler le mandingo, le fulani, le tissien, le toma, le guerzé,
et le Swahili, parce que c'est les Nations Unies, c'est une conférence des Nations Unies, n'est-ce pas, pour le commerce et le développement. Et donc, il est important de tenir compte de toutes les spécificités. C'est dans cette direction simplement que nous pouvons aboutir, n'est-ce pas, à éradiquer les blessures qui taraudent le monde. C'est-à-dire, c'est la faim, c'est l'incompréhension due à des conflits, la guerre, la crise alimentaire, n'est-ce pas, la misère humaine, dans un monde qui est immensement riche. Alors, Monsieur le Président, je ne vais pas faire long, toute une leçon de philosophie, mais le commerce et le développement ne peuvent pas aller seulement, ce n'est pas des business. Il faut de la morale. C'est pour ça d'ailleurs on demande à ce que la mondialisation soit un peu humanisée, un peu plus, pour que nous puissions nous connaître, nous aimer les uns les autres, échanger. C'est dans cet échange que l'on parle, n'est-ce pas, de développement inclusif. Le développement inclusif ne tombe pas du ciel comme ça. C'est parce que nous, on a vu que les uns sont développés, les autres continuent, n'est-ce pas, leur affaissement, la pauvreté, écrasée par l'extrême pauvreté, que nous avons parlé d'un développement, n'est-ce pas, qui exclut. Et maintenant, la CNUSED 13 parle de plus en plus de développement inclusif, c'est-à-dire toutes les nations, tous les partenaires, tous les corps de métier, toutes les pensées philosophiques et économiques réunis ensemble, n'est-ce pas? Et puis ce ne sera plus un capitalisme sauvage, destructeur de l'humanité, et ça ne sera plus un communisme destructeur au même titre que le capitalisme. Mais ce sera une humanité, n'est-ce pas, qui est debout sur ses deux jambes, n'est-ce pas? C'est-à-dire la justice d'un côté et l'équité de l'autre côté. C'est cela. Donc, c'est ça le développement inclusif, c'est ça le développement durable, et c'est ça le développement endogène. Endogène, pourquoi? Parce que on parle toujours du développement, le concept ancien, n'est-ce pas, que nous récusons aujourd'hui. Et nous, Africains, nous, peuples du tiers-monde, les pays les moins avancés, nous ne pouvons sortir de notre situation de PMA, de pays moins avancés, que si nous retournons à nous-mêmes. C'est le retour à soi pour commencer à se poser des questions essentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis dans le monde? Et qui est cet autre, le différent, mon semblable, n'est-ce pas? L'altérité donc. Et alors, le développement commence à ce moment-là. Nous sommes très développés, même surdéveloppés actuellement. Mais ce surdéveloppement correspond étrangement, bizarrement, à un sous-pouvoir, à un sous-développement. Je n'invente pas de concept nouveau, mais il est nouveau ce concept, n'est-ce pas, dans la littérature onusienne. Le surdéveloppement et le sous-développement. Le surdéveloppement et le sous-pouvoir. Les peuples au nom desquels nous sommes autour de cette table n'ont pas aucun pouvoir. Le pouvoir politique, économique, le pouvoir social et culturel, et même le pouvoir environnemental. Il faut en parler puisque le pouvoir environnemental, puisque l'organisation, une des organisations partenaires de cette table ronde s'appelle Tchad Environnement. Agir pour un environnement, n'est-ce pas, qui nous sauve, qui sauve l'humanité de sa détresse atroce actuellement. Donc le développement dont il nous faut, c'est un développement endogène, c'est-à-dire un développement à l'intérieur de nous-mêmes, par nous-mêmes.
sur les valeurs essentielles économiques, n'est-ce pas, agricoles de chez nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous développer en consommant les productions d'autrui qui viennent de l'extérieur. Il faut produire chez nous d'abord suffisamment et consommer suffisamment les produits de chez nous pour que nous puissions nous asseoir à la même table que les autres, n'est-ce pas? Et pour que les uns et les autres offrent leur capacité intellectuelle, physique, morale, inventive et tout ça. Alors, donc, pour moi, je pense que le développement dont il s'agira maintenant pour les PMA, ce sera le développement endogène. Je ne sais pas comment on traduit ça en anglais, mais l'endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de soi-même. Nous avons jusqu'ici appris à nous développer dans un système de mimétisme, en mimant, en regardant. Et Monsieur le Président a la cravate, demain matin il me faut absolument la cravate. Alors que s'il est dans ce grand boubou là, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Il est lui-même, il est plein de toute sa africanité. Alors c'est ça notre drame. Alors on parle de développement, et puis maintenant le commerce. De tout le temps il y a eu le commerce. Les peuples africains ont commercé depuis tout le temps. Mais nous sommes les premiers peuples à faire du commerce. Vous comprenez? Les gens partaient de ce Tombouctou qui est en train de tomber sous le poids des islamistes et des terroristes, n'est-ce pas? Le Tombouctou, la première grande université du monde, n'est-ce pas? Avant même Alexandrie, en Égypte pharaonique. Mais c'est le commerce de l'intelligence de l'esprit. Ça commençait par là, Tombouctou, la vieille université de Tombouctou, et qui remontait et qui s'éteignait. Alors aujourd'hui, l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Parce que c'est le business et c'est le commerce, on a oublié cela. On a oublié, n'est-ce pas, ce que les Ibn Battuta, les Ibn Khaldoun quittaient leur Maroc ou leur Tunisie, n'est-ce pas, et descendaient jusque dans le Mali, profond, Gao et Konsora, et venaient trouver des gens qui étaient drapés dans les meilleurs tissus qui soient, et qui n'ont pas vu en Occident, et qui voyaient les boulevards immenses, aussi propres que les boulevards de Doha, n'est-ce pas? Donc il y a ce souvenir, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas effacer, qui doit revenir sur la table dans nos esprits quand on négocie avec nos partenaires. Alors, on ne développe pas, on se développe. Et ça, c'est la vieille thèse fondamentale depuis toujours de notre vieux sage Joseph Kizerbo. Ne pas parler de Joseph Kizerbo, n'est-ce pas, pour nous Africains ici, c'est un sacrilège, c'est un mépris, c'est une perte fondamentale de notre propre repère, référence. Il faut parler de ces hommes et de ces femmes comme les Wangari Maathai du Kenya qui se sont battus, n'est-ce pas, contre vents et marées pour faire de l'écologie, de la justice, de l'équité, du bien-être, un bien commun de l'humanité. Et au nom des femmes. Donc, puisque nous sommes réunis par une association dirigée par une dame du Cameroun, ma soeur la princesse Makou, il faut bien revenir à ces fondamentaux-là, n'est-ce pas? Dire qui nous sommes. Qui nous sommes? Nous sommes ceux qui veulent vivre dignement et en toute liberté par notre invention et parce que nous sommes ceux-là, les Africains, qui ont inventé l'humanité. Nous sommes les géniteurs. C'est chez nous, en Afrique, pour la première fois, que l'homme s'est redressé sur ses deux jambes. Avant, on était sur 4 pattes, et c'est en Afrique qu'on s'est mis sur les 2 jambes, et nous avons essaimé l'humanité, le monde entier. Il ne faut pas avoir peur de dire certaines vérités, parce qu'aujourd'hui, le monde est tel que les vérités ont dépéri, ont séché comme le désert chez nous, comme la faim et la misère chez nous. Or, notre devoir, c'est de dire que nous sommes ceux-là qui ont la vérité. Pourquoi? C'est parce que nous voulons vivre dignes et libres et égaux en justice économique, sociale, culturelle et politique. Je vous remercie. Thank you.
même 2 mots, les 2 minutes fait toujours quelque chose. Donc, je suis M. Kabongo, qui représente une organisation au Congo, Kinshasa, donc en République du Congo. Je pense que pour encourager notre collègue qui vient de parler, je me réfère à l'Assemblée générale de l'année 2005, qu'animait le 7e secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, aux Nations Unies, aux États-Unis. Donc, ce terme qu'il a utilisé quand il est entré dans la salle, il a dit il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement, mais il peut y avoir ni développement, ni sécurité si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Dans la situation. Je me réfère à ça. Donc, si on veut expliquer bien et donner des commentaires sur ces termes, vous voyez qu'il faut respecter les engagements. Donc, il faut reconnaître que chacun ou chacune d'entre nous a ses capacités et son propre rang. Il faut les développer tout en tenant compte de son esprit et sa façon de voir les choses. C'est ça la bonne gouvernance. Donc, je pense les Nations Unies a qu'un seul objectif de la maintien de paix. Je pense que son objectif, c'est d'encourager les États à prendre des décisions et faire très bien le débat. Et si, du moins, aujourd'hui, sur le plan du commerce et développement international, n'arrive pas à promouvoir les objectifs dont ils sont donc constamment victimes, c'est-à-dire il n'y a pas la considération, c'est le premier élément, il n'y a pas la considération. Et il faut qu'il ait une considération, tout genre. Il faut qu'il ait la parité. Alors, dans nos pays africains, nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons connu beaucoup de choses. Ce que je voulais évoquer, c'est classe sociale au niveau de la cellule. Donc, il faut qu'il ait une classe sociale. Il faut aider donc, les États africains à se retrouver à tout moment dans leur programme. Notre collègue a dit nous devons produire de nous-mêmes que d'importer ce qui vient ailleurs. Exactement. On peut exporter ou importer, mais néanmoins, ce que nous devons mettre en tête, c'est de considérer nos programmes. Si vous voulez aider quelqu'un, voilà les consultants internationaux que nous avons réussi dans notre pays en particulier, la République du Congo, parce que notre organisation travaille en synergie avec le gouvernement. Alors, souvent, on nous associe aussi dans le débat et nous sommes rendus compte que quand les consultants internationaux arrivent, où le bailleur de fonds s'arrête dans le centre-ville, ils ne connaissent pas ce qui se fait à la base. Ils ont peur qu'on va nous dire, oui, on va faire ceci, et comment vous allez connaître la vérité sur le terrain. Et les amis qui reçoivent, ce sont des amis qui n'ont jamais été, peut-être qu'ils sont nés ailleurs, qui ne connaissent pas le pays. Et vous mettez vos fonds entre leurs mains, vous commencez à diriger. Est-ce que nous avons l'envie de développer? Est-ce que nous avons l'envie de soutenir les objectifs de millénaire pour le développement? Si ce n'est pas ça le cas, pour nous, on trouve qu'il faut changer les méthodes. C'est-à-dire considérer les organisations de la société civile, leur donner la charge de contrôle et de suivi et vous faire rapport, même si nous ne sommes pas autorisés de prendre des décisions avec les États membres, mais nous sommes là pour accompagner les États membres à leur prise de décision. À ce moment-là, nous devons avoir aussi un travail à faire. Prenons l'exemple beaucoup de nos collègues qui sont invités dans cette réunion, dans cette conférence. Ils ne se présentent pas. Vous connaissez les pourquoi. Ils ont beaucoup de difficultés de vous atteindre. Il manque les moyens. Mais si c'était la mission des militaires pour fabriquer des bombes, des avions de guerre, etc., combien de millions que vous parlez? Combien de millions qui sortent pour ça? Mais pour le développement, ça devient un problème. Mais vous savez que si nous considérons le besoin des autres, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'instabilité. Si la sécurité alimentaire est assurée à chaque pays, c'est-à-dire il y a le calme. Alors, vous ne pouvez pas vous tirailler entre vous-même.
Donc il faut recourir à la base. C'est nous qui sommes base. Nous n'avons pas besoin d'une autre base pour nous gérer. Nous sommes capables de nous gérer et de vous faire un bon rapport. Et vous allez voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Donc je vous remercie. Thank you. Aider nos frères, puisque jusqu'à maintenant, c'est nos frères qui dirigent les pays, mais on ne voit pas des solutions, puisque c'est toujours compliqué. Encourager encore les enfants, les jeunes filles, d'aller à l'école. Surtout en Afrique, vers chez nous, il y a les parents qui essaient de ne pas envoyer les enfants à l'école, donc il faut vraiment insister pour que les enfants aillent à l'école, apprendre comme les garçons. Et puis le développement, il faut que nous, les femmes, on s'unisse. Les femmes africaines, il faut qu'on fasse du mobbing maintenant, faire une fédération pour avoir un poids au niveau international. Je pense que c'est ce que je peux ajouter dessus. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Thank you.